Bonsoir à tous. Trois grands sujets vont nous préoccuper dans cette émission. Nous allons parler de l'économie avec la participation du Togo à l'Expo Milano 2015. Le Togo y est depuis quelques mois déjà et le clou a été atteint la semaine dernière avec la présence du chef de l'État à la journée qui était consacrée au Togo. Nous parlerons également d'économie, de politique en revenant sur le mémorandum du CAP 2015 et la vie en général des partis politiques. Et puis, vers la fin, nous évoquerons l'immigration. Le sujet est devenu aujourd'hui une véritable préoccupation pour tous les États. Est-ce que le Togo est à l'abri de cela et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout cela avec un ancien candidat à l'élection présidentielle, Jerry Komondega Tama, président du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau particulièrement. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif des sujets que je viens d'annoncer, m'étonner de ce que, après la présidentielle, c'est le mutisme dans tous les états-majors. Non, pas le mutisme. La vie politique dans un pays est rythmée par deux phases. La phase électorale, où il y a un chamboulement, une levée d'énergie. Et puis après cette phase électorale, il y a ce que nous appelons le plaidoyer, ou éventuellement la participation des élus, que ce soit au Parlement, que ce soit dans les collectivités territoriales. Pour le moment, on n'en a pas. Donc que ce soit au Parlement. C'est-à-dire, pour un parti qui n'est pas parlementaire comme le nôtre, la vie politique va être rythmée en période non électorale, par soit des plaidoyers ou des actions terrain, mais les actions terrain intéressent particulièrement les militants du parti et le parti. Mais le plaidoyer, c'est ce que nous faisons. Chaque fois qu'il y a une situation particulière, nous intervenons. Mais depuis les élections, en ce qui concerne le net d'ailleurs, nous avons, à mon sens, été même plutôt volubile sur le premier mois. Mais à partir du moment où la Cour constitutionnelle a donné les résultats que nous avons reconnus, après avoir, lors de notre conférence de presse du 29 avril, relevé les irrégularités qu'il y avait par rapport au scrutin, fait des recommandations, je reviendrai peut-être là-dessus plus tard, mais je pense aujourd'hui que nous rentrons dans la deuxième phase, la phase post-électorale, la phase de latence, où on peut intervenir de façon régulière sur des sujets du moment, et nous le faisons. Oui, mais justement, c'est peut-être ça qui préoccupe aujourd'hui, de savoir que pour vous qui êtes parti politique, tout ce qui vous préoccupe, c'est les joutes électorales, et quand il n'y en a plus, vous ne trouvez plus matière à parler, alors que dans la vie de tous les jours, il y a des sujets, et le gouvernement fait des choses sur lesquelles vous pouvez revenir, critiquer ou approuver et tout. Oui, mais c'est ce que je dis là. Ce que l'exercice oui, mais ça, on ne le sent pas ces temps-ci. L'exercice auquel nous sommes en train de nous livrer procède bien entendu de la participation de l'acteur politique que je suis. Oui, justement, vous attendez qu'on vous invite d'abord. Non. Alors que systématiquement, quand on regarde sous autres cieux, dès qu'il y a une action, des gens sortent systématiquement. Non. Vous entendez des gens accorder des interviews et tout, inviter la presse, mais vous attendez qu'on vienne vous donne la parole d'abord. Aujourd'hui, c'est qu'il faut tenir compte de quelque chose qui est nouveau. C'est la capacité, enfin, pour des gens qui sont comme nous, très connectés et tout ça, c'est la capacité pour l'acteur politique de communiquer à travers soit son blog, quand il en a, soit à travers les médias sociaux. Aujourd'hui, Twitter est devenu même l'un des outils de communication par excellence des acteurs politiques, ou à travers sa page Facebook, c'est ce que moi je fais régulièrement. Et ensuite, en fonction du commentaire que nous avons fait, la presse récupère, revient vers nous, ainsi de suite. Ce type de communication existe. Mais il faut aussi savoir que dans le paysage particulier togolais, vous êtes là-dedans, vous le savez, mais la communication des partis politiques, c'est soit le communiqué de presse, on l'envoie dans les organes pour que ce soit lu, soit la conférence de presse que nous faisons depuis les élections, on en a fait deux, soit alors les émissions qu'on fait, parce que quand on fait une conférence de presse, à l'issue de la conférence de presse, on accorde des interviews. Mais maintenant, là aussi, il faut savoir raison de garder. D'abord, c'est qu'une conférence de presse, c'est quelque chose qu'il faut s'organiser. Ça a un coût, il ne faut pas non plus se cacher derrière. Et puis, aujourd'hui, le paysage médiatique togolais est tel que nous avons quand même régulièrement des occasions comme la vôtre. Il y a une semaine, j'avais déjà animé une émission sur une autre chaîne. Il y a un foisonnement de possibilités d'intervenir. Peut-être ce qu'on peut même reprocher, c'est que malheureusement, dans beaucoup de partis, les gens qui parlent ne sont pas nombreux. C'est-à-dire qu'il y a souvent 2-3 personnes. Et puis, on évite aussi une extrême exposition médiatique. C'est-à-dire que dans la même semaine, une seule personne ou deux personnes du même parti ne vont pas se reprendre dans tous les médias. Mais l'action maintenant de sensibilisation, l'action terrain, elle est continue
avec nos militants, nous faisons des tournées, soit pour remercier, soit pour féliciter aussi les gens qui ont été sur le terrain. Mais la plupart du temps, ce n'est pas des tournées médiatisées parce que elles concourent à la vie ordinaire du parti politique. Justement, vous évoquez là quelque chose d'intéressant dans vos partis politiques. Vous l'avez dit tantôt, il n'y a qu'une ou deux personnes qui parlent en général. Est-ce que c'est vous, les leaders, qui ne veulent pas promouvoir des gens qui peuvent parler, qui peuvent prendre la parole? Écoutez, quand vous prenez même le parti le plus important, le parti qui a gagné les élections, vous n'en avez pas beaucoup qui interviennent. C'est-à-dire que là, on peut comprendre ce qui fait qu'ils n'interviennent pas. Pourquoi? Personne ne veut prendre le risque de dire des choses et après, contre lesquelles le chef ne sera pas, avec lesquelles le chef ne sera pas d'accord. Maintenant, chez vous qui voulez faire la promotion de la démocratie, il faut que les gens parlent. Non, en fait, la vérité, il faut aussi qu'on le dise. La vérité, c'est que nous avons un déficit de communication. Ce n'est pas uniquement dans les partis politiques. Les entreprises ne communiquent pas, les collectivités ne communiquent pas. Alors pourquoi? Nous avons une insuffisance en termes de communication dans notre pays. Pourquoi? On peut peut-être le mettre sur l'actif du type de régime politique dans lequel nous avons vécu, où systématiquement les gens vous disent enfin, il ne faut pas chercher des problèmes. Donc à partir de là, c'est que les gens ne veulent pas prendre de risques. C'est-à-dire que nous nous retrouvons, je donne mon cas, je suis dans une formation politique où j'encourage les gens à prendre la parole, à aller, même sans forcément me consulter, aller sur les plateaux. Et puis s'il y a une sortie assez maladroite, on peut toujours corriger, on peut toujours rectifier. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté, ce n'est pas uniquement au niveau du net. Quand vous prenez la plupart des formations politiques, vous avez, quand vous en avez 3, c'est que vous avez beaucoup fait, sinon c'est souvent deux personnes qui sont très médiatisées, qu'on écoute régulièrement, et même pour des partis qui sont considérés comme des grands partis. Donc oui, il y a un déficit, même sur le plan universitaire. Combien d'universitaires au Togo, vous voyez, qui viennent défendre, qui viennent animer le débat public? Je ne parle même pas de politique. Le débat public, les questions de société. Vous n'en avez pas, c'est quasiment toujours les mêmes personnes, alors que vous avez des agrégés, vous avez des professeurs, vous avez des gens qui écrivent des livres, et qui peuvent venir au moins expliquer, peut-être même parfois, des phénomènes de société, qui peuvent expliquer une approche économique, politique, juridique. Mais vous êtes un journaliste et vous savez que bien souvent vous invitez les gens et ils boitent en touche. Donc il y a un déficit dans notre pays. Non, c'est comme ça, c'est systémique, il faut faire avec. Comment changer ça? Vous prenez pas exemple. Parce qu'aujourd'hui, vous ne le nierez pas, la parole est libérée quand même. Oui, non, la parole est entièrement libérée. Mais maintenant, c'est que les gens ne veulent pas la prendre. On ne peut pas les forcer. Aujourd'hui, vous prenez même les questions politiques, ce sont les journalistes qui font la politique à la place des politiciens. Ce sont les journalistes qui traitent des questions économiques à la place des économistes. Ce sont les journalistes qui traitent des questions juridiques à la place des juristes. Et parfois avec des énormités, parce que tout à fait normalement, à partir du moment où les gens n'ont pas les qualifications, la formation, les compétences pour cela, ça pose un problème. Mais pourquoi la parole libérée ne se prend pas? C'est que moi j'ai fait l'expérience, quand vous sortez du Togo, vous allez à une conférence internationale avec des Togolais, les 2 personnes qui sont au fond de la salle, qui veulent même quasiment se cacher derrière le fauteuil, et qui n'osent pas prendre la parole, c'est les Togolais. On a une sorte de timidité maladive. Bon, pourquoi? C'est ce que je disais, que je pense que elle peut être liée au régime politique que nous avons, mais au même moment, il y a beaucoup d'autres pays africains qui ont eu des régimes politiques assez monolithiques, mais où vous sentez quand même une vitalité. Voilà. Mais le Togolais, par nature, est plutôt timide. C'est comme ça, et puis est-ce qu'on peut changer la nature de quelqu'un? Je ne sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec les jeunes qui montent, qui n'ont pas froid aux yeux, peut-être que oui, les choses vont changer. Mais les Togolais qui ont vécu jusqu'aux années 90, qui ont fait la scolarité jusqu'aux années 90, ont une sorte de modestie qui tranche malheureusement avec la vitalité avec laquelle les Togolais vivent. Quand tu rencontres les gens dans les maquis, tout le monde parle correctement, mais quand ils prennent la parole, quand on vous tend le micro, tout le monde disparaît. C'est dommage, mais bon, on fait avec. Merci beaucoup. On va revenir maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par l'économie. Je l'ai annoncé tantôt que le Togo a participé activement, ou participe activement, il y est déjà depuis quelques mois, à l'Expo Milano 2015, c'est en Italie. Est-ce que ces genres de rencontres sont importantes pour notre pays? L'exposition universelle, surtout, c'est-à-dire que peut-être ce qu'il faudra préciser, c'est que l'exposition universelle n'est pas forcément une foire économique. L'exposition universelle, c'est de montrer une partie du génie de votre pays, de votre peuple, de montrer ce qui caractérise votre peuple. Et puis quelques adresses ne seront pas
malvenue, mais l'exposition universelle n'a pas été mise en place, par exemple, par la Chambre de commerce et d'industrie. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous d'échange de la vitalité, de ce qu'un peuple sait faire, de ce qu'il a de particulier, ainsi de suite. Donc, on en organise, je pense, c'est la fréquence d'organisation des expositions universelles. Dans une vie, on en a peut-être deux choses. Donc, voilà, je pense que l'exposition universelle est une occasion pour un pays de montrer ce qu'il a de particulier, de montrer sa richesse et sa vitalité. Et donc, pour cela, ce n'est pas forcément pour aller montrer quels sont les atouts économiques du pays, mais c'est peut-être montrer les atouts culturels, les atouts culturels, les atouts traditionnels, et ainsi de suite. Et ce qui fait vraiment la richesse, la particularité. À mon sens, même, c'est beaucoup plus du ressort du ministère du Tourisme que du ressort forcément du ministère de l'Économie. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on n'a rien à y gagner en termes économiques. En termes économiques, on peut avoir des retombées, mais je veux dire, une foire internationale qui réunit, un forum international qui réunit les hommes d'affaires a plus d'impact qu'une exposition universelle. Qu'est-ce que nous avons mis en avant? Les tubercules. Ouais. Les tubercules, c'est pas, nous ne sommes pas premiers producteurs de tubercules dans la sous-région. Les céréales. Ok, aujourd'hui on commence à être, entre guillemets, encore que je n'aime pas parler d'excédent céréalière, mais bon, on y revient. On commence, voilà. Mais ce n'est pas ce qui va inciter les gens à venir investir au Togo. Aujourd'hui, on a des atouts. On aurait pu, si c'était vraiment un forum économique, on aurait pu sans aucun doute exposer ce que nous savons. La mer, le port autonome, les voies de communication, la vitalité du domaine bancaire, ainsi de suite. Maintenant, on a choisi, dans ce que nous avons fait, dans ce que nous avons, deux éléments, les céréales et les tubercules, et on a décidé de les mettre en avant. Donc, ce n'est pas forcément le volet économique, mais une exposition universelle peut bien entendu inciter des gens à découvrir votre pays, inciter des gens, amener des hommes d'affaires à rencontrer des gens. Mais quand vous regardez sur les images, c'est le tout, c'est tout le monde qui y va. C'est-à-dire que les gens n'y vont pas avec des carnets d'adresse, mais ils vont pour découvrir. C'est une espèce de foire culturelle mondiale qui permet à chacun d'aller se faire plaisir pour les yeux et puis d'aller découvrir ce que dit le génie de l'homme. Alors, c'est-à-dire le tollé qu'on a fait autour était inutile. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on a fait un tollé, parce que bon, il y a eu deux tollés. D'abord, le fait que le président de la République et sa délégation y aille pour le jour du Togo, je pense que sachant la rareté de l'exposition universelle, c'est tout à fait normal. Moi, ça ne me choque pas. Il y a eu un autre tollé, peut-être on en reviendra, c'est la présidente d'Agbéomé, on en parlera. Mais non, qu'on aille honorer de sa présence la journée du Togo, on aurait été à la journée d'un autre pays, ou bien on aurait passé une semaine, 2 semaines, 3 semaines sur place à déambuler, à regarder. Bon, on aurait pu dire pourquoi. Maintenant, aller honorer le jour du Togo, je pense que, surtout pour l'exposition universelle, je le répète encore, c'est qu'il faut savoir que l'exposition universelle, c'est quelque chose qui est unique, je pense, qui s'organise la fréquence m'échappe, mais qui ne s'organise pas tous les 5 ans, quoi. Vous comprenez? Donc, à partir de là, c'est tout à fait normal que moi, j'aurais été en Europe en ce moment-là, je serais forcément allé voir l'exposition universelle parce que c'est une occasion unique. Donc, que le Togo et son chef d'État aient honoré la journée du Togo, c'est tout à fait normal. Le Togo, vous l'avez dit tantôt, ce que le Togo a présenté là-bas, ce sont surtout les tubercules et les céréales. Mais on n'est pas maître en la matière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'un des atouts du pays? Aujourd'hui, il faut savoir que d'abord, le Togo n'est pas encore autosuffisant alimentaire. Nous importons beaucoup de produits alimentaires, que ce soit le riz. Surtout le riz. Surtout le riz, et puis tous les produits d'origine animale, c'est-à-dire les œufs, la viande. C'est pour ça que moi, j'ai la chair de poule quand on dit nous avons des excédents céréaliers, parce que dans tous les pays, c'est le maïs qui sert à nourrir les animaux. Donc on ne peut pas continuer à importer les œufs, les poulets, le porc, le bœuf, alors que dans ces pays d'où on exporte, c'est le maïs qui permet de nourrir ces animaux. Donc il faut faire en sorte que nous, au lieu d'aller exporter notre maïs, qu'on l'utilise, et le soja qu'on commence à cultiver d'ailleurs, donc décider de mettre l'accent sur les céréales et les tubercules. Il y a 2 éléments à cela. La première, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des céréales qui sont en voie d'extinction. Je prends le millet, je prends le fonio. Il y a aujourd'hui des céréales qui sont en voie d'extinction. Et le fait que le Togo mette ça en relief peut
permettre qu'on ait des projets qui permettent de revaloriser ces céréales-là. Donc c'est important. Il y a des céréales qu'on ne retrouve pas, que vous ne trouvez pas dans les rayons en Europe. Et donc, ça permet à quelqu'un qui vient à l'exposition de dire, tiens, ça je ne connaissais pas. C'est pareil pour les tubercules. On a au Togo, vous savez quand même que nous sommes, après le riz et le maïs, je pense que les tubercules sont la deuxième source d'alimentation du pays. Donc, nous avons plusieurs variétés. Et justement, comme je parle aujourd'hui de l'exposition permet de montrer la spécificité. Donc nous avons une spécificité en termes de céréales, nous avons une spécificité en termes de tubercules, on les met en avant. On essaie de montrer, ben voilà ce que nous avons. On aurait pu aller amener les gens qui sont sur la GSH pour dire, ben voilà aussi quelque chose. Mais nous avons décidé, et en partie aussi parce que nous avons un projet qui s'appelle Projet Pignassa, qui coûte 200 et 615 milliards, qui est le Togo pays pilote dans ce domaine-là. Donc pourquoi ne pas mettre en avant des choses que nous avons et peut-être espérer d'avoir d'autres financements qu'on gérera mieux, parce que pour le moment, nous avons quelques difficultés à mieux gérer ce projet-là. Donc voilà, donc je pense que c'est un choix souverain. Et quand vous regardez, tous les pays ont décidé de présenter quelque chose, puisque ça passe toutes les années. Si vous présentez tout, la même année c'est fini. Ça passe à des fréquences. Si vous présentez tout, de toute façon, vous avez un stand, hein, donc vous faites le choix, on a fait le choix de ça. Maintenant, si ça peut avoir des retombées en termes sur la recherche agronomique, sur la diffusion, sur la vulgarisation de certains produits, ou alors sur des financements qui peuvent arriver pour accompagner le milieu paysan, tant mieux. Ça, c'est la retombée économique. Mais je répète encore que l'exposition universelle, ce n'est pas pour aller forcément chercher des marchés. Alors, on a évoqué tout à l'heure la présence du président de la République à cette expo de Milan. C'était la semaine dernière où le Togo a eu sa journée. Et dans son discours, le président de la République a eu cette phrase « Le Togo a atteint l'autosuffisance alimentaire ». Et là, c'est vrai, beaucoup n'ont pas commenté, mais les personnes les plus avisées ont dit que ce n'est pas du tout la réalité. C'est ce que je viens de dire. Quand on dit l'autosuffisance, de toute façon, d'abord, il n'y a pas de pays qui soit... Est-ce que on a peut-être du côté du gouvernement ou du côté du commun des Togolais, on n'a pas la même compréhension de l'autosuffisance alimentaire? Il y a un problème. Et on peut dire même que, bon, on va dire c'est une phrase politique. Parce que nous avons été récompensés par la FAO. Ouais. Non pas parce que nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire, mais c'est que par notre programme volontariste, nous avons baissé le nombre de personnes vivant, comment on appelle ça, avec la faim. Malnutrie. Voilà, vous comprenez? Donc, c'est pas que, aujourd'hui, les chiffres sont là, ils sont tenaces. Nous avons une population qui, à 58%, vit au-dessus du seuil de pauvreté. Donc, on ne peut pas être autosuffisant alimentaire avec une population qui vit avec moins de 1000 francs, parce que le seuil de pauvreté, c'est $2 par jour. Toute personne qui vit avec moins de $2 par jour vit... $1 ou 2? 2. Sachant qu'aujourd'hui, le dollar tourne autour de... Quand vous prenez le Togo, $2, c'est la richesse pour certains. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que, bon, c'est bien de tenir des propos de cette nature-là dans un... C'est une phrase politique, c'est ce que vous voulez dire. Parce que la réalité, je l'ai dit tout à l'heure, mais une bonne partie des ressources alimentaires d'origine animale, nous les exportons. Nous les importons plutôt. Le riz, nous sommes entièrement, alors qu'aujourd'hui le riz est même en train de passer devant le maïs comme source d'aliments de base, nous importons tout notre riz des pays d'Asie du Sud-Est. Thaïlande, Corée, tout ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que nous sommes autosuffisants alimentaires. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons réduit le nombre de personnes vivant soit au-dessus de la pauvreté ou bien étant excessivement mal nourries. Mais quand vous dites à un Togolais lambda, qui vit, parce que le SMIC il est de 35 000. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec 35 000, il ne faut pas être autosuffisant alimentaire. Quand le maïs coûte 700-800, oui. Il est évident que quand vous faites le ratio, vous ne pouvez pas être autosuffisant alimentaire avec un SMIC qui tourne autour de 35 000, avec un taux de chômage cumulé qui tourne autour de 32%, c'est-à-dire qu'un tiers, plus d'un tiers de la population vit et n'a pas d'emploi, encore que ça, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes. Parce que est-ce que l'agriculteur qui cultive son champ au village, là, vous le considérez comme un travailleur ou pas? C'est ça le problème. Lui ne se considère pas comme un travail. Lui, il considère qu'il est dans une situation précaire, intermédiaire, et s'il trouve un petit boulot quelque part, il va aller travailler. Donc, aujourd'hui, il est évident que d'abord, ces chiffres-là ne disent pas, ne rendent pas, ne donnent pas une vraie photographie
de notre pays. Mais bon, quand on dit on est autosuffisant alimentaire, moi je pense que c'est juste une phrase politique. Ça fait bien, ça présente bien, mais bon, maintenant après, le nombre de choses que nous politiciens on dit pour que ça présente bien, voilà. Moi, oui, mais pourquoi ce besoin de le dire quand ce n'est pas la réalité? Parce qu'on a reçu un prix de l'organisation. Moi, je pense que d'abord, c'est parce que, comme vous l'avez dit, c'est passé quasiment inaperçu. C'est-à-dire que ce que nous, aujourd'hui, nous avons en insuffisance au niveau de l'opposition, c'est que nous n'avons plus les lobbies, les relais internationaux qui nous permettraient, par exemple, sur des chaînes internationales, de pouvoir recommenter ces propos-là avec des chiffres à l'appui, comme j'essaie de le donner. Bon, maintenant, après, moi, parfois, j'ai l'impression que entre la réalité qu'il y a sur le terrain et beaucoup d'hommes politiques, ben, c'est le jour et la nuit. Parce que, honnêtement, quand vous allez voir les gens sur le terrain, aujourd'hui, dans Lomé, pendant qu'on nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont en train de faire le fameux délestage. C'est-à-dire qu'on mange à midi, on ne mange pas le soir, ou bien on délaisse le soir et puis on délaisse, on mange à midi. Donc, vous comprenez que, bon, c'est quelqu'un qui fait le délestage et toute sa famille fait le délestage. Quand on lui dit qu'on est autosuffisant alimentaire, il se dit est-ce que moi je suis togolais moi aussi. Voilà, mais après c'est des phrases politiques. Moi je pense que c'est juste pour dire. Mais au même moment, depuis longtemps qu'on dit qu'on a excédent alimentaire en céréales, est-ce qu'il y a eu des réactions? Il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire que nous avons eu la dernière fois une montée en pic. Le maïs est monté jusqu'à 800 francs. Est-ce qu'il y a eu des réactions? L'association togolaise des consommateurs a fait ses habitués sans grand succès. Sans grand succès. On parle aujourd'hui du prix du carburant. Ouais. Mais on dit le baril est descendu à 40 $, que c'est un prix jamais atteint, c'est le plus bas et ainsi de suite. Mais nous, pendant ce temps, on a augmenté le prix de l'essence à la pompe. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Les gens ont respecté pendant 2 jours et puis après ils sont rentrés dans la cadence. C'est que nous sommes rentrés dans une sorte de résignation de notre pays. Tout le monde quasiment... C'est-à-dire pour le Togolais, c'est une malédiction, il faut subir, c'est ça? Voilà, c'est que bon, on dit il faut subir. De toute façon, quel que soit ce que tu fais, ça ne changera rien. Tu vas épuiser ton énergie pour rien. Mais donc il faut subir. Et puis bon, ben après, maintenant, vous voyez, chacun répercute. Le Z que vous prenez, vous dit, ah, on a augmenté sur le prix du carburant. Donc, même la tomate que vous allez acheter au marché, on a augmenté. Donc, en fait, chacun répercute. Ça pèse sur le panier de la ménagère. Bon, ben, donc ça veut dire que c'est un repas qu'il faut sauter. Mais on est dans une sorte de résignation que tout le monde fait l'expression courante que vous avez, c'est c'est tout. C'est que les gens, même quand vous prenez sur les réseaux sociaux, c'est ce que les gens écrivent. On écrit voilà, c'est que bon, on dit, bon, mais écoutez, d'une part parce qu'on a l'impression maintenant au Togo qu'on a tout essayé. On a tout essayé, on parlera peut-être du scrutin qu'on vient de passer, ben on a tout essayé, donc du coup, ça ne marche pas. Personne ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. On envoie la responsabilité à tout le monde, ben nous y compris, alors que ben, nous sommes plutôt dans le rôle de la victime. Oui, mais comment vous expliquez cela qu'on vient à peine de sortir d'une élection présidentielle où vous tous, vous les 5 candidats, vous avez promis de belles choses aux Togolais, quelqu'un a gagné, et juste quelques semaines après, c'est la vie chère qui reprend, c'est les gens qui ont des difficultés à manger, c'est le maïs qui est parti à la hausse, c'est le prix du carburant qui part à la hausse, 4 tomates, on achète à 100 francs maintenant et tout. Mais oui, mais parce que moi, si je suis à la place du président sortant, avant les élections, on avait une grogne sociale mais extraordinaire. Dans un autre pays où les éléments de démocratie sont installés, il est évident que le président sortant aurait eu toutes les peines du monde à se faire élire. Mais écoutez, j'ai toutes ces difficultés. La fonction publique qui grogne, les milieux, le domaine de la santé qui grogne, le domaine de l'enseignement qui grogne, tous les secteurs qui grognent. Je vais à une élection et je fais quasiment exactement le même résultat qu'il y a 5 ans. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que je change? En réalité, pour vous, il n'y a pas de changement de politique, c'est ça? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on change à partir du moment où j'ai l'onction du peuple togolais? Parce que vous savez, nous les politiciens, tout le monde se lève un matin et dit oui le peuple togolais, oui le peuple togolais. Mais le peuple togolais, c'est celui qui allait voter. Avant les élections, on disait 86% des Togolais veulent les réformes. Mais 58% des Togolais sont allés voter pour M. Kouania. C'est ça la réalité. Et nous n'avons pas, on en parlera, nous n'avons pas eu les moyens de prouver le contraire que les résultats que la CENI nous a montré. Donc à partir de là, pourquoi vous voulez qu'on change? Parce que ce qu'il y a de bien avec la démocratie, c'est de donner le choix aux populations, au peuple, de désigner librement ses dirigeants.
nous avons fait une élection où le peuple a librement choisi ses dirigeants. Donc pourquoi voulez-vous que celui qui a été choisi change? Mais on aurait eu un vote sanction, soit le taux d'abstention, le taux de participation aurait fortement baissé. Je rappelle que le taux de participation cette année était de 60,99%. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 4 points qui ont baissé par rapport à 2010. Donc absolument insignifiant. Le Nigeria a organisé des élections bientôt, tout récemment ils ont 45%. Donc quand vous avez un taux de participation en élection à 60%, vous êtes tranquille. La légitimité ne souffre plus d'aucun doute. Donc 60%, soit les 2 tiers de la population sont allés voter. Et sur les 60%, vous avez, écoutez, 58% qui ont voté pour vous. Donc à partir de là, c'est que vous avez le taux de participation qui dépasse les 30%. Vous avez, alors que nous sommes dans l'expectative d'une élection à un tour, vous avez dès ce premier tour-là, ce tour unique-là, vous avez plus de 50%. Donc s'il y avait eu une victoire avec moins de 50% de taux de participation, on aurait dit, oui, il y a une question de légitimité. S'il y avait une victoire avec moins de 50% au profit du président sortant, on aurait dit, oui, mais écoutez, c'est parce qu'on a fait un tour que vous avez gagné, parce que s'il y avait 2 tours, sans aucun doute que les combinaisons du deuxième tour vous auraient empêché de gagner. Mais l'ennui, c'est qu'on est allé dans un truc où on aurait même eu 2 tours, que le président sortant serait sorti au premier tour. Mais pourquoi vous voulez qu'on change? Aujourd'hui, moi je le dis, c'est que c'est l'occasion unique pour mettre le peuple togolais devant sa responsabilité. Non pas que nous, les acteurs politiques, on se cache, mais c'est que vous savez, vous allez à une élection où tout le monde dit, oui, nous, de toute façon, on veut le changement. Et chacun rentre dans l'urne et vote pour le statu quo. Autrefois, on avait beau jeu de sortie pour dire, ouais, mais de toute façon, on a triché. Et donc, tous ceux qui ont voté pour le statu quo disent, nous, on a voté pour le changement, on nous a triché. Là, on a une occasion de dire, oui, non, mais les gars, non. Vous avez voté pour le statu quo. Et que chacun prenne sur lui de dire, ok, ce que nous vivons, l'augmentation du prix du carburant, c'est nous qui l'avons voulu. L'augmentation du maïs, c'est nous qui l'avons voulu. Et là, on ne peut plus se cacher derrière les fraudes parce que c'est trop facile de dire, oui, de toute façon, c'est parce qu'on nous a triché. Quand on le dit, c'est facile, tout le monde dit, oui, mais de toute façon, nous, on a toujours voté pour l'opposition. Cette fois-ci, il faut pouvoir mettre le peuple devant sa responsabilité en disant, vous avez élu pour quelqu'un pour qu'il applique une politique, c'est cette politique que quelqu'un est en train d'appliquer. Donc, dans 5 ans, si vous trouvez que celui que vous avez élu n'a pas respecté votre engagement, mais dans ce cas-là, changez. Mais ne restez pas là en disant, oui, de toute façon, on a voté pour l'opposition, c'est parce que l'opposition n'a pas les moyens d'aller chercher sa victoire. Non. Cette année, ce n'est pas une question d'avoir les moyens d'aller chercher sa victoire, mais c'est une question d'un peuple qui, dans 58%, près de 2 tiers de ceux qui ont décidé le statu quo, et donc nous sommes dans ce statu quo-là. Donc, nous ne pouvons plus nous plaindre en disant, oui, mais pourquoi on a augmenté le prix du carburant? On a augmenté le prix du carburant sans aucun doute parce que on vous dira peut-être que les subventions qu'on mettait étaient trop élevées, qu'on a envie de lever cet argent-là pour faire autre chose. Mais c'est la politique pour laquelle vous avez mis quelqu'un pour qu'il applique une politique qu'il applique. Alors, beaucoup vivent également très mal l'augmentation du prix du maïs, ça vous le savez très bien, parce que c'est l'aliment de base des Togolais aujourd'hui. Mais ce qu'on ne comprend surtout pas, c'est qu'on nous dise que dans les magasins de l'ANSAT, qu'il y a des excédents céréaliers et qu'au même moment, il y ait des difficultés à juguler cette hausse-là du prix-là. Vous savez, nous sommes dans un système libéral. Normalement, un système libéral, c'est la politique de l'offre et de la demande. Donc, quand la demande devient très forte et que l'offre ne suit pas, les prix montent. Et quand la demande devient faible et que l'offre est importante, les prix baissent. Donc, le principe de l'ANSAT, c'était justement à des moments de pénurie. D'autant plus que c'était d'ailleurs, c'est vis-à-vis des personnes les plus démunies. Parce que quand l'ANSAT ouvre ses stocks, il y a une réglementation, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas acheter, on autorise peut-être un sac par personne, par foyer, ainsi de suite. Donc, il est évident que d'ailleurs, quand vous êtes dans une économie ouverte, si vous avez des goulots comme ça, ça ne permet pas de régler toute la demande sur le marché. Parce que quand moi, je vais aller acheter du maïs, honnêtement, je n'ai pas envie d'aller faire la queue pour aller acheter le truc dont je vais sur le marché. Donc, si on avait envie de réguler, c'est qu'on verse sur le marché les excédents ou bien les stocks que nous avons pour faire en sorte que, en les versant sur le marché, au fait, ça baisse. Donc, ça veut dire qu'on met sur le marché, au même titre que les revendeurs,
beaucoup de maïs pour que les prix baissent. Mais si ce n'est pas le cas, on peut mettre en place une mercuriale. La mercuriale, c'est quoi? Ça veut dire que, comme on le faisait sous Yadema, c'est que le maïs, on fixe le prix du maïs. Et en ce moment-là, ben, on calcule les intrants, tout ça là, on se dit que bon, écoutez, comme c'est un produit de première initiale, à l'image du gaz, ainsi de suite, on décide de fixer le prix du maïs. Ou bien à l'image même du carburant, on décide de fixer le prix du maïs. Si on a un bon système de suivi, ça peut marcher. Si on n'a pas un bon système de suivi, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont garder le stock. Donc, résultat, on va se retrouver de nouveau dans la pénurie. Vous savez, quand parfois vous ne trouvez pas du gaz sur le marché, vous achetez du gaz dans les maisons à 10 000. Hein? Ou bien, quand les gens savent qu'on va remonter sur le prix du carburant et ils arrêtent la vente dans leur station, ben vous achetez le litre de l'essence à parfois 1000 francs dans ce pays. Donc, si on a un système de suivi des points des magasins témoins, il est évident qu'on peut régler le problème. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on a un prix de maïs qui est élevé. Et ben, d'ici novembre, on va nous dire que le Togo a des excédents alimentaires qu'on va vendre à la FAO pour des pays du Sahel, ainsi de suite. Mais bon, maintenant, après, moi, je ne suis pas trop pour l'interventionnisme. Ce que moi, j'aurais souhaité, c'est qu'on a dit une mercuriale qui dise, OK, par rapport à ça, voilà la fourchette de prix dans laquelle on doit être. Et puis, ben, éventuellement, déverser sur le marché. Et ça, il faut une agence pour le faire On a déjà l'agence. L'ANSAT, c'est son boulot. Le travail de l'ANSAT, c'était de réglementer. Quand il y a un excédent, on achète en stock. C'est une caisse de stabilisation, comme on le faisait. Mais sauf que, du fait que, quand il y a des stocks, on met des magasins qui ne sont pas... vous allez au marché d'Achanvé, vous achetez le maïs, alors que les magasins dans ça, il faut parfois faire un déplacement, arriver, faire la queue. Donc, du coup, ce n'est pas tout le monde qui va là-bas, et donc les prix ne chutent pas forcément. Et beaucoup d'observateurs disent aussi que l'ANSAT, dans sa forme actuelle, n'est pas très bien géré parce que vous savez que c'est le ministre de l'Agriculture qui le gère. Il est ministre de l'Agriculture, ministre de l'Élevage, ministre de l'Hydraulique, ministre de l'Équipement Rural et directeur de l'ANSAT. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui cumule beaucoup de postes dans notre Justement, pays. mais est-ce qu'il faut encore être à cette étape-là aujourd'hui? Mais vous savez, parfois on se pose des questions. Ça fait partie des questions sur lesquelles nos décisions sur lesquelles on se pose des questions sans réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, dans notre pays, je ne vais pas les citer, mais des DG qui sont à la retraite depuis une vingtaine d'années et qui sont encore en fonction. Vous avez, et le ministre de l'Agriculture n'est pas le seul, vous avez des ministres qui ont conservé leur poste de directeur, qui ont d'autres postes qui cumulent, alors qu'au même moment, vous avez toute une foison de compétences, des gens qui sont là, certains même sont en train d'aller à la retraite, à force d'être restés dans des garages. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une gouvernance plus ouverte? Mais la question qui revient toujours, c'est que donnez-moi la force et je gère le pays. Une fois que vous me donnez la force, je gère le pays, après vous me sanctionnez. Donc c'est pourquoi souvent je dis que la démocratie togolaise est imparfaite. C'est que pour qu'il y ait une démocratie, il faut 3 éléments. Il faut d'abord un peuple averti, il faut des élites, et maintenant il faut un système. Notre système, avec nos institutions qui ne sont pas fortes, et qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas indépendantes, souffre. Notre élite, on en parlait tout à l'heure, qui ne participe pas au débat, mais souffre. Et puis le troisième élément, c'est qu'on n'a pas des citoyens avertis. Les citoyens qui comprennent que le vote est une arme politique, est une arme de décision. Les citoyens qui peuvent associer leurs conditions de vie avec leur vote. Et moi, j'ai fait cette élection, je peux vous dire que beaucoup de personnes ne voient pas la relation qu'il y a entre leurs conditions de vie et le vote. C'est-à-dire que les gens vous disent la veille, ah non, ben écoute, c'est Uni seulement qui va. Ok, ben vous dites c'est bien, c'est votre choix. Et le lendemain, ils se plaignent. C'est-à-dire qu'ils votent la veille en disant oui, mais que bon, c'est génération fort ou rien. Et le lendemain des élections, vous avez dit génération fort ou rien. Mais les mêmes personnes disent non, ça va pas. Vous dites, mais attendez, il y a un problème. Mais parce que nous n'arrivons pas, peut-être que c'est la faute à nous, les acteurs politiques. Notre peuple ne fait pas encore de lien entre son choix politique à travers le vote et l'amélioration de sa condition de vie. Donc, du coup, les raisons, elles sont ethniques, elles sont régionalistes, elles sont pécuniaires, elles sont existentielles. Mais elles ne sont pas, elles ne s'appuient pas sur ce qui fait la force de la démocratie. Quand on dit que c'était Jacques Chirac qui avait dit est-ce que l'Afrique est prête est mieux pour la démocratie, on ne va pas dire qu'il a raison, parce que la première démocratie du monde, c'est l'Inde. Et l'Inde, c'est un pays de casse, et ainsi de suite. Mais c'est que les élites, dans ces pays-là,
arrive à jouer sur l'équilibre. Chez nous, il y a un renoncement des élites. Il y a quelques fous comme nous qui allons à la casse, au casse-pipe, en disant qu'on fait la politique. Mais du moment où vous avez une élite qui refuse de conduire, d'être dans la locomotive, qui entraîne le pays, vous avez cette situation-là où je dis, et je l'ai constaté, j'ai vu des enseignants qui étaient à l'époque virulents sur les conditions de vie, des infirmiers, des médecins qui étaient très virulents, mais qui ont fait campagne vraiment, c'est-à-dire avec réellement d'entrain, et qui te disent non, qu'il faut faire la différence entre la politique. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un dit mais la politique, la gouvernance qui a été mise en place ne me satisfait pas, je ne suis pas d'accord, et la personne va faire la campagne pour celui qui a mis en place cette politique. Mais pourquoi vous voulez qu'au lendemain la personne change? C'est que, vous savez, Soyadema disait, si ce que je fais est mauvais, que Dieu me barre la route, et que si ce que je fais est bon, que Dieu me laisse continuer. Sous le règne de Faure Gnassingbé, c'est si ce que je fais est mauvais, que le peuple me barre la route, et si ce que je fais est bon, que le peuple me laisse continuer. Nous sortons d'une élection où le peuple dit, ben, ce que vous faites, c'est bon, continuez. Pourquoi vous voulez qu'on change? C'est ça. Sinon, les aberrations, genre, un ministre, pourquoi est-ce qu'un ministre, ça fait maintenant près de 3 ou 4 ans, qui est à la tête du ministère de l'Agriculture, qui est l'un des plus gros ministères. Vous prenez le projet Pignassa, 615 milliards, c'est quasiment les 8 dixièmes de notre budget. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver dans ce pays-là, d'Apaon, de Saint-Cassé à Palimé, à Néo, quelqu'un qui peut diriger l'ANSAT? Parce que, bon, si même on te le donne aujourd'hui, tu vas le diriger. Donc c'est ça, c'est que vous avez comme ça des postes où on a 2 personnes, on a 3 personnes, et on a la même personne qui gère 2, 3, 4 portefeuilles, où vous dites, bon, ok, c'est peut-être une question d'efficacité, c'est peut-être une question de confiance. Donc oui, bon, mais de toute façon, si c'est pas bon, les gens n'auraient pas de notion. Alors là, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est au grand chef, c'est-à-dire le président de la République, qui doit quand même nommer encore ces gens-là, qui doit dire, bon, vous êtes ministre, vous devez laisser ceci, non? Ou c'est à chacun? Parce que vous voyez, par exemple, dans les grandes démocraties qu'on regarde aujourd'hui, des gens, dès qu'ils deviennent, on a appris même sur RFI il y a quelques jours, quelqu'un qui est devenu ministre, qui a démissionné de son poste ministériel, qui est devenu maire, qui a démissionné de son poste ministériel. Là, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut avoir dans le sang? Est-ce qu'il faut encore que ce soit le chef qui intervienne? On parle du Togo. C'est-à-dire que là, ne faisons pas comme si on fait l'émission là sur la planète Mars. Là, on parle du Togo. Toi, on va te nommer ministre et tu vas te lever pour aller dire tu démissionnes d'un autre poste. On va dire, ah bon? Donc il faut démissionner de ça aussi. Non, mais il y a des risques que les gens ne prennent pas. Il y a une responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime présidentiel, de type présidentiel, où tout gravite, toutes les décisions sont prises par le président. Même pas par le premier ministre, qui, avec notre système, est plutôt un super ministre qu'autre chose. Donc non, c'est tout ça. Moi, quand parfois les gens disent oui, que c'est les collaborateurs, non, mais il y a un choix, une décision, une position qui est assumée par le premier décideur. Et puis, bon, ben, elle a non seulement assumé, mais c'est qu'elle a sans aucun doute un sens que nous, on ne maîtrise pas. Mais est-ce que ce n'est pas parce que quelqu'un ne l'a jamais fait qu'on se dit que c'est comme ça? Est-ce qu'on n'a jamais nommé quelqu'un à un poste et il a démissionné de son ancien poste? Non, mais en fait, c'est que quand vous êtes dans une fonction administrative, mais vous ne pouvez pas. Quand vous êtes dans une fonction administrative, puisque c'est un décret qui vous nomme. Donc, il faut un décret pour vous enlever. Maintenant, si vous êtes, moi aussi, chef de ma société, je suis un privé, ben, c'est plus facile pour moi de pouvoir déléguer, de voir quelqu'un qui va prendre le poste et continuer. Parce que ben, si vous décidez de ne pas travailler dans l'administration, ben, vous dites non, je ne travaille pas dans l'administration. Mais si vous êtes dans l'administration, un décret vous a nommé, vous n'allez pas vous lever pour aller dire non, mais écoutez, bon, sauf s'il y a raison de maladie ou bien raison d'incompatibilité, voilà, là, dans ce cas-là, vous coupez les ponts, mais vous ne pouvez pas vous lever. Et puis mon frère, avec tous les avantages qu'il y a là-bas, qui est fou? Non. Les gens, si on peut même leur donner tout le gouvernement, ils vont être les ministres, les 28 ou bien les 30 ministres là. À eux tout seuls, ils vont prendre. Donc non, il y a une décision qui appartient au chef de l'État. Moi, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des doublures, des postes qui sont pris par 3 ou 4 personnes, alors que nous sommes en train de parler de lutte contre le chômage, de promotion des valeurs et des compétences. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, depuis 5-6 années, occupent 3 ou 4 fonctions? Mais maintenant, après, si vous dites pourquoi, on peut vous dire, mais c'est ça qui nous permet de gagner. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses dans une approche purement pragmatique. Ce qui marche, c'est ça qui est vrai. Point.
Donc si ça marche, c'est que c'est vrai. Merci directement pour ces mots sur l'économie. On va revenir maintenant à la politique. Mais on va, pour ma première question, ça va avoir un petit lien avec ce qu'on vient d'évoquer pour l'Expo Milano 2015. Vous avez dit tantôt la présence d'Agbeome Kodjo sur les lieux qui a fait beaucoup de polémiques et tout. Mais est-ce que cette polémique a sa raison d'être? Non, mais vous savez, je parlais tout à l'heure de la communication décalée que les acteurs politiques ont. J'ai apporté d'abord officiellement mon soutien à Agbeome. Je trouve que ça n'a pas, c'est une polémique qui n'a pas de sens. Et moi, je devais voyager sur la France ce mois-ci. Je l'ai reporté pour plus tard. Mais j'aurais été en France, honnêtement. J'aurais pris un train pour aller visiter l'exposition. Et si j'avais su par exemple que la journée du Togo est à telle date, ça va être beaucoup de plaisir que je serais allé à la journée du Togo pour faire honneur à mon pays du moment où je suis dans les parages. Et vous pensez bien que, en tant qu'acteur politique, ancien candidat, ainsi de suite, que si j'arrive à la journée du Togo, si moi-même je décide de rester derrière, on va dire, ah, président, comme on le fait partout, mais venez devant. Bon, maintenant, si c'est arrivé en t-shirt, c'est vrai que ça va être un peu embêtant. Mais voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que M. Agbeome est à la tête de certains groupes de réflexion, de certaines fondations. Il y a une fondation économique franco-africaine qui dirige. Et en tant qu'acteur et en tant qu'homme public, mais se retrouver à la journée togolaise, moi je vais au défilé du 27 avril. Je vais aller aux échanges de vœux. Autrefois, il y a quelques années, on trouvait que nous qui allons aux échanges de vœux, nous étions des traîtres. Sauf que cette année, comme les gens commençaient à se préparer, on se retrouvait tous, quasiment, aux échanges de vœux. Donc non, il faut partir du principe que la République est quelque chose qui doit susciter notre fierté. La République, c'est quelque chose qui est intangible. On ne voit pas la République. Mais c'est quelque chose qui fait notre identité. On parle de nation togolaise. Nous devons, en nous fiant à la République, en nous référant à la République, commencer à construire l'idée de la nation togolaise. Et donc pour cela, dès que... Indifféremment de toute idée partisane. De toute idée partisane. C'est-à-dire que, honnêtement, moi je suis allé, j'étais avec Agbeome à l'investiture de Foye Nsingbe. Parce que j'avais fait une conférence nationale et une conférence pour dire, je reconnais les résultats. Et pour moi, c'était une question de fair play, en me disant si dans 5 ans, ou bien c'est pas si dans 5 ans, quand dans 5 ans, je serai président de la République, je m'attends à ce que, bien entendu, le président sortant vienne à mon investiture. C'est un échange de bons procédés. Donc il est évident que le président Agbeome soit à Milan, ça ne choque personne. Mais quand il y a eu le 11 janvier, les marches pour Charlie Hebdo, Sarkozy était juste derrière Hollande, ça n'a pas posé de problème. À plusieurs commémorations, par exemple, en France, le président de la République, avec les élus locaux, avec l'opposition, se retrouve. Parce que c'est ça la République, c'est ça notre nation, et nous devons la construire. Nous ne pouvons pas construire la République dans l'exclusion et dans la division, c'est pas possible. Nous devons pouvoir avoir des moments où tous les Togolais parlent de la même voix. On le voit dans la souffrance, quand on a un deuil national, mais on doit aussi le voir dans la célébration. La célébration du 27 avril, moi j'irai toujours au défilé du 27 avril, et après quand je sors de là, je rentre chez moi. Je suis allé à l'investiture, je suis sorti là, je suis rentré, on a dit ouais, mais de toute façon, Jerry Tama, il va avoir un poste ministériel, c'est devenu une béquille de unir et tout ça. Vous me voyez ministre là. Je suis allé voir personne pour demander un poste, personne ne m'a consulté et ça ne me dérange pas. Mais il faut qu'on puisse avoir des moments où nous parlons de la République. Et aller à l'exposition Milan, si moi j'étais en Europe, je serais allé sans aucun problème. Mais est-ce que ça ne montre pas aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a quelques années, ce qui était le discours favori pour les gens, c'est de dire que si vous êtes avec l'autre camp, c'est parce que vous mangez la table du diable, c'est parce que vous êtes vendu, c'est parce que vous êtes ceci. Aujourd'hui, c'est comme ce discours, cette façon dont on a phagocyté les gens n'a pas quitté les esprits. Non, c'est qu'il faut dire des choses. La première, et là, depuis que je suis rentré en politique, je le sais, les gens qui crient sur les toits que vous êtes vendus, c'est eux qui ont la bouche huileuse. Non, mais il faut qu'on dise la vérité aujourd'hui. Mais attendez, les gens qui vous disent, ouais, vous êtes des vendus, c'est eux, ils ont mangé hier, ils ont oublié de se nettoyer la bouche. Et souvent, plus on mange, plus on crie.
Moi, je ne... Vous voyez, par exemple, depuis mon engagement en 2012 à ce jour, j'ai gardé la même constance. C'est-à-dire, je suis peut-être de temps en temps quelqu'un qui empêche les gens de tourner en rond. C'est pour ça que parfois, on a l'impression que je vais ici. Mais je reste quand même, nous restons au niveau du sur notre constance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, il n'y a pas de diable dans notre pays. C'est-à-dire que, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui a été élu par 58% de la population, qui soit le diable? C'est ça le problème. C'est comment, au-delà de tout ce qu'on a dénoncé, je l'ai dénoncé, les irrégularités, notre système qui est complètement abscon, qui n'a pas de cohérence, cette démocratie de façade, au-delà, vous avez 58% de la population togolaise qui ont été pour quelqu'un. Vous allez dire que c'est le diable, ça n'a pas de sens. Ça veut dire vous diabolisez les 58% des Togolais. C'était comme ça qu'on avait conçu la politique, de dire que parce que moi je combats l'autre, forcément, il est mauvais, il est mon ennemi, c'est Satan, c'est le diable et tout. Mais ça n'a pas marché depuis 25 ans. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous devons faire une prise de conscience pour dire, mais ce qu'on a fait depuis 25 ans, et nous sommes aujourd'hui au point culminant, c'est que ça n'a pas marché. Là, nous avons pris le versant. On a pris là, nous sommes dans la contrepente. Ça n'a pas marché. Il faut qu'on change. Parce que la diabolisation n'a pas marché. La diabolisation n'a absolument pas marché. Si la diabolisation avait marché, mais cette élection-là, nous aurons au moins, peut-être comme dans 1998, peut-être comme en 2005, nous aurons des preuves, des éléments factuels de notre victoire. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, dire que quelqu'un... on a vu quelqu'un avec un ministre de fort, ou bien on a vu quelqu'un aller en audience quelque part, ou bien moi, ou bien quelqu'un d'autre est allé à l'investiture, ou bien au défilé, ou bien aux échanges de vœux. Ah oui, mais c'est que il allait prendre l'argent, de toute façon, c'est que c'est comme ça, lui c'est un faux, tout ça. Ça n'a pas marché. Et on a perdu de l'électorat avec ça. Parce qu'au-delà de tout, le Togolais est quelqu'un de généreux. Le Togolais est quelqu'un qui accepte l'autre facilement. Moi, quand je quitte Lomé, que ce soit au sud ou au nord, partout où je vais, mais je me sens tellement Togolais parce que les gens ne sont pas sur l'exclusion. Ce que nous, politiciens, et ce qu'une partie une certaine opposition a essayé d'inculquer au Togolais, ce n'est pas notre façon de faire. Nous sommes un peuple généreux, tout le monde le sait. Moi, ici dans le tourisme, tous les touristes qui viennent vous disent, contrairement à d'autres pays que nous avons visités, mais les Togolais sont généreux, ils sont ouverts, ils ont la main, le cœur dans la main. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ça n'a pas marché, il faut qu'on arrête. Bon, maintenant après, moi je regarde, j'ai fait le commentaire, j'ai eu des gens qui sont venus me tirer dessus. Ouais, de toute façon, on savait que vous êtes défendus. Quand vous faites la politique, c'est que vous êtes prêts. Alors comment faire pour changer cela aujourd'hui? Ça ne doit pas changer, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'il ne faut pas, si les gens veulent continuer par voir les choses de cette façon, de se dire que parce que tel est allé discuter avec tel autre, il est forcément vendu et tout, on ne peut pas construire une démocratie sur cette base-là. Il faut juste faire en sorte que les gens qui ont cette mentalité soient minoritaires, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas teaser la chose la plus partagée dans le monde. On ne peut pas faire en sorte que chaque peuple a son pourcentage de cons. On ne peut pas les enlever. Vous comprenez? Donc il faut juste faire que ces personnes-là soient minoritaires. Il faut juste faire que cette mentalité soit minoritaire. Et c'est peut-être ce que nous n'avons pas réussi à faire au niveau de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'elle est minoritaire aujourd'hui? Elle n'a pas gagné les élections, cette mentalité-là. Cette mentalité de l'exclusion, de dire que telle personne, de toute façon, du moment où il a fait quelque chose, mais ça fait 25 ans que cette mentalité-là, elle ne marche pas. Je l'ai dit. Ce qui est vrai... Oui, parce que si je vous pose la question, n'allons pas en France, prenons le Bénin à côté. Oui. Si vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas moi, Adrien Rungbeji, qui est élu aujourd'hui président de l'Assemblée, être aux côtés de Yahi Boni, ça n'étonnerait personne. Oui. Personne ne tiendrait, aucun Béninois ne parlerait comme on parle au Togo. Ça n'étonne personne parce que justement les élites dans ce pays-là ont fait preuve de hauteur d'esprit. C'est que nous, c'est malheureux, il y a deux courants, et je l'ai dit pendant la campagne, il y a deux courants qui sont tellement opposés dans ce pays, mais qui datent des années avant les indépendances. Maintenant, c'est que ce qui est malheureux, c'est que dans certains courants, l'extrême a pris le dessus, et malheureusement, l'extrême a réussi à... L'esprit de l'extrême s'est implanté dans certaines élites. Et ça, c'est dangereux. Parce que l'extrémisme n'a jamais rien de bon. C'est-à-dire que toute chose extrême forcément porte en elle-même les germes de sa destruction. Et c'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans les extrêmes, on est dans la provocation, on est dans la suspicion systématique. Dès que vous n'êtes pas assez, qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors que nous, on peut ne pas être avec vous, mais ne pas être
contre vous non plus. Donc à partir de ce moment-là, je le dis encore, ce qui marche, c'est ça qui est vrai. Mais quand on fait quelque chose durant 25 ans, ça ne marche pas. Mais il faut changer. Il faut comprendre que cette mentalité n'est pas conforme à la mentalité de la majorité. Et il faut changer. Mais on peut le changer de deux façons. Mais, vous savez, je vais vous donner un exemple. Les élections législatives en Éthiopie, récemment, ont donné sur 457 sièges possibles, 456 au parti au pouvoir. Aujourd'hui, quand vous prenez l'évolution, nous sommes en train de perdre du terrain. Donc, si nous ne faisons pas attention, dans les 10 ans, c'est le courant politique de l'opposition qui risque de disparaître. Parce que l'homme a tendance d'aller vers là où les gens sont plus nombreux. Et donc, on va se rendre compte que plus les années vont avancer, plus les gens vont avoir tendance à dire, écoutez, tant qu'à faire, on va aller du côté du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, pendant ces élections-là, c'est que les gens vous disaient, bon, tant qu'à faire, vous, on me dit, mais vous, toi, tu es encore trop jeune, peut-être plus tard. Les autres là, vous savez, la mentalité qu'ils sont en train de les choses qu'ils professent. Donc, tant qu'à faire, on va aller. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, avec le climat politique, la fronde sociale qui existait, dans un autre pays, il est évident que le président sortant aurait eu au moins des difficultés, soit en termes de taux de participation, soit en termes de suffrage exprimé à son endroit. On ne l'a pas eu. Donc, il faut tirer les leçons et se dire non, ce que nous avons fait jusqu'à ce jour, ça ne marche pas. Mais si on dit ça marche, c'est qu'on va continuer à perdre du terrain. Et un jour, on va avoir sur les 91 députés à l'Assemblée nationale, 90 qui sont divisés. Est-ce que la démocratie aurait gagné quelque chose? Non. Est-ce que le pays aurait gagné? Bon, on serait revenu à un parti unique de fait. Mais c'est que il faut que nous, au niveau de l'opposition, on fasse un sursaut. Si on ne le fait pas, bon, on va vers notre annihilation. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous dites oui. Les opposants vous disent, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On a fait une campagne de 4 mois parce que prenez la pré-campagne, la campagne, en disant tout, en dénonçant tout, en disant mais ça c'est pas bon. Moi j'avais les chiffres, les données, on allait sur le terrain tous les jours. Ah mais les résultats ne sont pas venus. Maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Parce que le peuple avait le choix, la possibilité unique de décider de changer peut-être de gouvernance ou alors de donner un signal, de donner une carte jaune, un carton jaune en disant bon, pour le moment, l'avertissement. Ça n'a pas marché. Le résultat de 2010 est quasiment le même que le résultat de 2015. Maintenant, après, on peut interpréter aussi sur le verre à moitié vide. C'est-à-dire que dire que sur les 3 500 000 de personnes inscrites, il n'y a que autour d'1 million qui ont voté, donc le tiers qui ont voté pour le parti au pouvoir. On peut dire que après 5 ans, 2010, à 2015, avec les routes, l'aéroport, le port, ainsi de suite, c'est pas normal qu'il n'y ait pas eu plus de voix qui aillent à l'actif du chef de l'État sortant. Je suis parfaitement d'accord. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous concerne nous. Pourquoi est-ce que nous faisons, moi y compris d'ailleurs, nous n'arrivons pas à percer? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à convaincre notre population de jouer le ticket de l'opposition? Et ça, c'est à nous de tirer les leçons. Parce que les autres, de toute façon, la démocratie, pour une élection, c'est 50 plus 1. On a fait les élections en France la dernière fois. Sarkozy a eu quasiment 49%. Et Hollande a eu 51%. Hollande a tout le pouvoir, Sarkozy n'a rien. Donc, 50% plus 1. Et maintenant, pour nous, élection à un tour, ce n'est plus 50% plus 1, mais c'est celui qui dépasse même de 1 point son suivant à gagner. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est dans une situation d'échec, on doit tirer les leçons. Puisque nous analysons donc cette élection présidentielle, on va en venir maintenant au principal, celui qui a été considéré comme le principal challenger de Faure Gnassingbé, c'est-à-dire Jean-Pierre Fabre. Son parti, sa coalition, n'accepte toujours pas les résultats, a rendu public un mémorandum dans lequel il critique vivement, de façon véhémente, cette élection. Est-ce que d'abord, sur la manière et l'opportunité de ce mémorandum, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous savez, là, on vient de donner les résultats du bac. C'est un peu comme on donne les résultats du bac. On dit vous êtes admissible et vous dites pardon, que le professeur qui va m'examiner là, c'est ça qu'il ne m'aime pas et vous n'avez pas. Mais vous échouez. C'est-à-dire, moi, j'ai appelé mon collègue Jean-Pierre Fabre le 28, donc non, le 29, au lendemain de la proclamation de l'État par la CENI, pour dire, parce que ce qu'on a dit dans le mémorandum, c'est
une bonne partie de ce que nous avons dit. C'est-à-dire que là, on n'a pas recréé la roue. Les irrégularités sur le terrain, elles sont là. Mais la seule différence, peut-être entre le mémorandum et nous, c'est qu'on dit que, en ce qui nous concerne, et ce que nous avons vu, et l'ampleur de ce que nous avons vu, ces irrégularités-là ne remettent pas en cause les résultats donnés par la CENI. Voilà, c'est-à-dire que n'inverse pas remettre pas en cause, mais n'inverse pas les résultats donnés par la CENI. C'est-à-dire que ne feront pas que si même on fait les recours et que ces recours ont été gagnés, que ça va inverser les résultats. Donc, ça c'est le premier élément. Donc, ça veut dire que, en fait, à partir du moment où vous ne posez pas de recours, vous êtes hors jeu. Ça, c'est d'abord le premier élément. C'est-à-dire, nous sommes tous quelque part un peu juristes. On a 48 heures à l'issue de la proclamation de la CENI pour faire le recours. Nous sommes tous allés s'asseoir devant Abdou Assouma pour signer, pour faire enregistrer nos signatures. Nous avons reconnu, donc, en participant à cette élection, la légitimité de la Cour constitutionnelle. On ne peut pas... vous allez jouer sur un terrain, vous avez un arbitre, vous acceptez rentrer, et qu'à un moment, quand l'arbitre siffle une faute, vous dites que non, de toute façon, vous ne le reconnaissez pas. Ça n'a pas de sens, il ne faut pas rentrer sur le terrain. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il ne fallait même pas aller, puisque celui qui règle le contentieux électoral, c'est la Cour constitutionnelle. Si vous n'avez pas confiance à cette Cour constitutionnelle, il ne faut pas aller. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que 4 mois plus tard, sorti un mémorandum, on se dit, en fait, voilà, on marche un peu sur la tête. Parce qu'il fallait le faire dans les 48 heures. Soit vous le faites dans les 48 heures, et on est au moins, et ça c'est ce que moi j'avais demandé, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire le recours. Si la Cour constitutionnelle ne prend pas en compte vos recours, moi vous avez un argument pour dire, voilà, il y a une partialité avérée de la Cour constitutionnelle, et là il y a un argument de poids. Mais dire que, écoutez, on ne va pas faire de recours et puis demander un truc d'un mois plus tard. Je ne sais pas, même si le CAP 2015 est un regroupement politique, ils ont la légitimité de leur action, ils ont décidé de produire un mémorandum. Ce que moi je dis, c'est qu'une partie des éléments de ce mémorandum font partie de ce que nous-mêmes on a publié dès le 29. Vous savez, nous avons dit qu'il y avait 3 points essentiels. Et ces points-là, certains n'ont pas été suffisamment relevés dans le mémorandum. Que le premier élément, il faut absolument reformer notre code électoral et revoir la composition de la CENI. Parce qu'on a vu que c'est devenu une sorte de entre guillemets, excusez-moi l'expression, bordel généralisé, la CENI. Il faut revoir la composition de la CENI, il faut revoir notre code électoral, le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si nous n'arrivons pas à encadrer les dépenses de campagne, il est évident que dans un pays où on a 58% de taux de pauvreté, là où nous opposons on met 1 million, en face on met 1 milliard. Le ratio est terrible. Et ça, on le remarque tous les jours. Nous avons, moi-même qui suis ici, nous avons des gens qui soit travaillent avec toi le matin et puis le soir va faire le truc là-bas. Parce que dans un village, on parlait tout à l'heure d'argent. Mais quelqu'un, parfois vous allez dans un village, vous faites sortir un billet de 5 000. Quand vous voyez comment les yeux s'écarquillent là, on dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui paraît même nouveau. On dit, ah bon? Donc il y a des billets qui dépassent 500. Mais attendez. Donc ça, c'est un élément, si on n'arrive pas à le faire, on ne va pas gagner les élections. Parce que, mais quand vous regardez les dépenses qu'on avait, là où vous donnez, dans une fédération, 500 000, quand vous y arrivez, moi je n'ai même pas donné 500 000 francs quelque part. Mais 500 000, c'est ce que quelqu'un, directeur ou directeur, donne dans son quartier pour faire la campagne. Dans son quartier, je ne parle même pas de son village, dans son quartier. C'est ce que les gens ont pris ici individuellement pour monter dans leur village pour faire campagne. Mais il est évident que, et je le répète, pendant la campagne, comme ça, on me demandait, le premier c'est le tricot. On te dit le tricot est où? Tu vas, tu fais ton discours, tu parles, les gens ils applaudissent un peu, après ils disent, bon, que nous c'est les tricots, on attend, les tricots sont où? Tu n'as pas les tricots. Bon, moi j'en avais pas, mais parfois on dit on vend, les gens disent on vend où? Quand tu as fini de donner les tricots, ils te disent, maintenant il faut me donner quelque chose à le bas ma façon. Qui de nous tous là, de nous 4 là, qui a l'argent pour donner à ce que quelqu'un voit la boisson. Alors que de l'autre côté dans le meeting, tu vas, d'abord la boisson c'est versé, tu bois, tu prends tricot pour toi, ta femme, tes enfants, et puis après on te donne quelque chose pour que tu ranges toi. Et c'est là que vous entendez la phrase fatidique que tu ne m'as rien donné, tu veux que je vote pour toi. Mais donc c'est d'abord une question de mentalité, et cette mentalité là, pour qu'on puisse corriger ça, c'est on doit trouver un arsenal, je dis, pour encadrer. Les Béninois commencent à y arriver. Les Béninois, aujourd'hui, il n'y a pas de t-shirt, il n'y a pas de poster, tout ça. Ça permet de mieux encadrer et de donner une égalité de chance. Et le troisième élément,
Mais c'est la suggestion même complètement de l'appareil d'État. Tous les fonctionnaires, tous les cadres se sentent obligés, redevables d'aller battre campagne pour le parti au pouvoir. Je ne suis pas sûr que le président Faure Gnassingbé donne des directives pour dire aux gens d'aller battre campagne pour lui, mais chacun dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Va, je rentre dans le village, je fais de la main un peu, on me voit, je reviens à Lomé. Et cette année, il y a une chose qui est nouvelle, c'est que même les cadres du secteur privé, quasiment tous, se sont spontanément levés pour aller battre campagne. Parfois, on connaît leurs opinions réelles, parce que j'en ai même qui sont des amis, que je connais leurs opinions. On est souvent même très critiques, comme moi je le suis, je le dis ouvertement. Mais chacun dit, mon frère, il veut gagner les marchés. Ah, c'est même pas une affaire de gagner. Si tu veux pas que demain, qu'il arrive un truc et puis toi, tu as des problèmes là, ben pardon, on va faire ça pour et tu reviens. Donc, c'est le système. C'est pas forcément que quelqu'un dit à quelqu'un. Mais c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen, un assurage juridique pour pouvoir encadrer, pour éviter que d'abord, par peur de représailles, les gens se sentent obligés, pour éviter que on ait une campagne complètement décentralisée où chacun peut décider de vous mettre des millions, des milliards pour la campagne de X ou Y sans aucun contrôle. Vous avez vu à Lomé, première semaine, on avait les affiches normales prévues par ainsi de suite. Et on faisait même un peu, je ne vais pas dire jeu égal, mais on était quand même très présent. Deuxième semaine, vous arrivez dans un carrefour, vous avez 10 affiches. Et chacun met ses affiches parce que chacun veut accompagner. Donc c'est ça, il faut trouver le moyen d'encadrer. Donc oui, nous avons encore une démocratie imparfaite. Mais pour autant, et c'est ça qui est peut-être malheureux, c'est que cette élection-là, et nous, les éléments que nous avons, que ce soit sur le terrain, dans les CELI ou dans les bureaux de vote, font que nous n'avons pas les éléments factuels pour dire que cette élection, avec les recours qui auraient pu être faits, aurait donné des résultats autres. Pour terminer, c'est que l'article 157 de la Constitution dit, au cas où les résultats seront de nature à inverser les résultats, ce n'est pas quelqu'un qui se proclame président. On reprend les élections dans les saisons toujours. C'est-à-dire que nous avons des textes pour pouvoir les appliquer. On aurait fait des recours. Les recours là auraient permis de montrer que les résultats qui ont été proclamés ne sont pas... les recours peuvent inverser les résultats. On n'aurait pas dit, ok, bon, à partir du moment où ça peut inverser là, donc, c'est telle personne qui est président. Non. On organise les élections dans les deux semaines. Donc, je pense qu'il y a je ne parle pas de cohérence, mais il faut une rigueur intellectuelle, parce que c'est là aussi on nous attend. D'abord pour nos jeunes étudiants en droit qui nous regardent, et puis pour notre peuple aussi, parce que parfois il ne faut pas qu'ils aient l'impression que nous brodons un peu de gauche à droite et nous essayons tout simplement d'exister. Et là, vous avez écrit sur les réseaux sociaux qu'on essaye d'infantiliser le peuple. Oui, c'est ce que vous maintenez? Oui, non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis qu'à l'issue de cette élection... Je parlais sur l'opportunité même du mémorandum. Oui, non. Je dis qu'à l'issue de cette élection, nous avons une chance unique. C'est de dire au peuple, c'est vous. Ce n'est plus qui nous. avait fait. Ce n'est plus nous. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, n'importe qui se lève pour dire les opposants togolais ne valent rien. Non. Ça là, c'est fini. Nous, on a fait notre rôle. Et nous, 4 candidats, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de sacrifices, on a fait notre travail. C'est-à-dire être présent, permettre à chacun d'aller prendre un bulletin où il y a 5 noms et de choisir. Maintenant, si 58% ont choisi pour l'extrême droite, ce n'est pas la faute de... Pourquoi est-ce que je vais endosser une responsabilité alors qu'aujourd'hui nous sommes sortant d'élection? Tu es endetté, multement endetté. Ton compte en banque, il est vide ou bien il est même au rouge. Parce que tu t'es engagé pour ton pays et je vais encore souffrir que les gens disent « Ah oui, mais c'est vous qui êtes mauvais. » Non. Ah non. Il ne faut pas qu'on infantilise notre peuple. Il faut dire, ok, le peuple togolais, en tout état de cause, en âme et conscience, a décidé de donner 58% de son suffrage à M. Faure Gnassingbé. Maintenant, que ce peuple-là suive l'action de M. Faure Gnassingbé et que dans 5 ans, s'il trouve que ce n'est pas bien, mais il faut justement faire comprendre au peuple que le vote, les choses ont évolué dans ce pays et que vous pouvez aller voter librement, qu'il n'y a pas d'entourloupe. Et pendant la campagne, nous l'avons dit, chacun n'a qu'à aller défendre son vote au dépouillement. Puisque le dépouillement est ouvert, chacun n'a qu'à aller défendre son vote au dépouillement. Si les gens restent dans le coin en disant oui, après on dit on nous a triché, mais c'est nous-mêmes donc dans ce moment-là qui tendons la joue pour être giflés. Donc à partir du moment où aujourd'hui, quel que soit quand on prenait toutes les communications, y compris même le mémorandum, la factualité, c'est-à-dire que le fait de dire ok, dans tel bureau de vote, voilà les résultats réels.
voilà les résultats que les gens ont pris. Puisque nous avons eu dans tous les bureaux de vote, non seulement les délégués, mais pour les partis comme CAP 2015, ils avaient des représentants dans les bureaux de vote 2 ou 3, en fonction puisqu'il y avait ceux qui sont venus d'Arc-en-Ciel, plus maintenant ceux qui étaient au niveau du CAP. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, à partir du moment où ces garde-fous ont été mis en place, que oui, il y a des fraudes sans montrer la mentalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude, puisque nous-mêmes, nous en avons relevé certaines. Mais la matérialité de celles que nous avons relevées ne nous permet pas malheureusement de dire « Ah, ça va inverser le résultat ». Donc, c'est ça, je pense, la question d'infantilisation sur laquelle je maintiens. Ne prenons pas une responsabilité qui n'est pas la nôtre. La responsabilité, le peuple togolais a décidé. Maintenant, il faut dire aux Togolais « Hey, vous vous plaignez, vous dites que ça ne va pas, que vous souffrez, que tout ne va pas. Mais quand vous avez la possibilité d'inverser les choses, vous préférez le statu quo. Mais vivons dans le statu quo et dans 5 ans, si vous comprenez pour une fois que, en réalité, par votre vote, vous pouvez changer les choses, en ce moment, changez-le. Mais si nous disons, oui, de toute façon, vous avez voté pour nous, mais c'est comme ça volé, ça fait 25 ans que ça dure. Et c'est ça qui va maintenir, au fait, qui va pérenniser le système. C'est de dire, ok, les gens disent de toute façon, la personne sort et vous dit, moi, de toute façon, c'est que j'ai voté pour vous, mais on nous a triché. Moi, je l'ai eu sur le terrain. Vous sortez, vous allez dans un quartier où vous avez des délégués qui vous disent, ouais, écoutez, président, nous, on a travaillé. Tu prends le bureau, le bulletin de vote dans lequel lui-même il a été voté, tu as net 0. Ou tu as net 1. Il te dit non, que toute la famille l'a mobilisé. Donc, les gens disent une chose, vont faire autre chose. Il faut aujourd'hui pouvoir prendre les gens devant leurs responsabilités. Dire, non, vous avez décidé. Et aujourd'hui, on a les résultats bureau de vote, pas bureau de vote, qui correspondent au quartier. Et donc, quand tu prends le résultat, c'est que dans tel quartier-là, je suis majoritaire, dans ce quartier-là, je suis minoritaire. En tout cas, une chose, quand vous lisez le mémorandum aujourd'hui, dans ce mémorandum, tout le monde en a pris pour son compte, le gouvernement, la société civile, la CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, même la communauté internationale, mais rien pour l'opposition. Il n'y a pas de remise en cause. Non, à la limite, qu'il n'y a pas une remise en cause de l'opposition, je le comprends. Mais c'est que c'est l'interprétation qui est mauvaise. Moi, aujourd'hui, je dis, l'opposition a fait ce qu'elle pouvait. La seule différence qu'il y a entre nous, c'est que, je dis, l'opposition a fait ce qu'elle pouvait. Le peuple togolais a décidé de voter pour avec les raisons que j'ai évoquées, les moyens financiers, la mise, l'administration qui est complètement phagocytée, ainsi de suite. Avec un code électoral qu'il faut revoir, il faut faire la limitation de mandat, il faut faire les élections à 2 tours. Tout ça. Alors, justement, sur ce point-là que vous évoquez, j'ai posé cette même question ici à la présidente du CAP 2015 qui m'a reposé la question, est-ce que vous êtes sûr qu'une limitation de mandat ou une élection à 2 tours pouvait changer quelque chose? Non, ça n'aurait pas changé. Mais ce que les gens ne disent pas, c'est que là, nous sommes en train d'en prendre pour 15 ans. Et ça, il faudrait qu'un jour que nous ayons la possibilité, où est la caméra, que les gens puissent expliquer par quelle complicité ils ont fait en sorte que cette situation-là dure pour 15 ans. Parce que l'année dernière, nous avions l'occasion unique d'obtenir la limitation de mandat. Et le divorce entre le CAP 2015 et le NET reposait en partie sur cette question. Vous vous souvenez, je sais même venir ici parler de la fête du crocodile. Que si vous avez la main dans la bouche du crocodile, il vaut mieux le caresser pour faire sortir votre main. Nous avions l'occasion d'avaler des couleuvres et obtenir la limitation de mandat. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé serait dans son nouveau premier mandat, mais nous saurons que, quel que soit le cas, s'il arrive à se maintenir en 2025, c'est fini. Aujourd'hui, c'est qu'on a rouvert le boulevard. Et s'il y a une responsabilité de l'opposition ou d'une certaine partie de l'opposition, c'est celle-là. C'est la complicité sur le maintien du système. Parce que là, tout le monde, tous les acteurs que nous avons rencontrés, que ce soit la société civile, que ce soit la communauté internationale, nous avait dit, faites preuve de souplesse, parce que nous avons pu discuter avec les autres en face, et eux aussi sont prêts quand même à faire une petite souplesse. Les gens disent non, que de toute façon, nous on ne peut pas accepter que Faure Gnassingbé se présente encore. Mais quand on a demandé le dépôt des mandats et des candidatures, qui est allé déposer le premier sa candidature? C'est ceux qui disaient qu'on ne veut pas que Faure Gnassingbé se présente. C'est ce qui a permis à l'époque au ministre de l'administration, qui était là, disait, écoutez, à partir du moment où les forces présentes à l'Assemblée nationale participent au processus, le processus ne souffre plus d'aucune illégalité. Donc, s'il y a une responsabilité aujourd'hui qu'il faut poser aux gens, c'est est-ce que vous n'êtes pas responsable ou même complice
du statu quo qui est maintenu aujourd'hui. Sinon, non, il faut les élections en 2 tours, la limitation du mandat n'aurait pas modifié les résultats qui sont sortis. Et je suis bien content de savoir qu'on le dit. Ça veut dire qu'en réalité, on les aurait fait, qu'au minimum, on perdrait, mais au moins on les aurait eu. Aujourd'hui, on a perdu sur toute la ligne. On n'a pas la limitation, on n'a pas la réforme. On n'a pas gagné. Alors qu'on avait dit qu'on a tous les moyens pour d'abord assurer la victoire, garantir la victoire. Donc, ce qui est malheureux sur cette question-là, c'est plutôt l'interprétation. Moi, je ne pense pas que l'opposition, en dehors de cette responsabilité, de cette complicité-là, l'opposition a rejoui. Vous savez, moi, je dis souvent, et je ne me cache pas, je suis une jeune personne, je suis une petite personne. Je suis, en termes de ressources financières et humaines, on est sans aucun doute, toi et moi, on est quasiment la même, sauf que moi, j'ai une grande gueule, c'est tout. Donc, nous, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'abnégation, on croit en ce pays. On a envie de voir ce pays mieux avancer et on pense qu'on peut apporter notre contribution. On a apporté une diversité d'opinions, on a apporté une diversité d'approches. Pour ces élections, c'est une bonne chose. Mais il n'en reste pas moins qu'il est temps de dire au peuple togolais, tu as voté à 58% pour le système en place. Maintenant, si dans 5 ans tu trouves que c'est bien, il faut continuer. Parce que, je le répète encore, aujourd'hui, c'est si ce que je fais est mauvais, que le peuple me bat la route. Si ce que je fais est bon, que le peuple me laisse continuer. Donc, le président n'est comptable que devant le peuple. Il n'est pas comptable devant la presse, il n'est pas comptable devant l'opposition à l'Assemblée nationale. Il est issu, il est élu à l'issue d'un vote au suffrage universel. Et donc, il n'est comptable que devant ce peuple-là. À partir de là, c'est qu'il va travailler durant les 5 ans. Et bien, dans 5 ans, il remettra son mandat en jeu, puisque de toute façon, pour le moment, il n'y a pas de réforme. Il pourra remettre son mandat en jeu s'il le veut. Et bon, en ce moment-là, le peuple aussi pourra se prononcer. Mais si les éléments que nous avons cités, les 3 éléments, n'ont pas modifié, ben, ça veut dire que les mêmes causes conduisent nécessairement aux mêmes conséquences. Et nous risquons de rentrer dans un système qui va durer aussi longtemps qu'il va durer. Et plus il va durer, plus on va perdre de la force, plus on va perdre de l'énergie. Vous regardez même au niveau des cadres, vous avez vu que beaucoup de cadres quittent les partis de l'opposition. Certains décident tout simplement de ne pas participer. D'autres décident de rejoindre Armée Bagage, le parti au pouvoir, parce que à la fin de la journée, les enfants doivent manger aussi. C'est ça le problème. Et quand vous regardez entre vous, vous évoquez ce constat qui est quand même un peu triste, c'est que vous perdez du terrain. Oui. Et au même moment où vous devez, après, au sortir de cette élection, vous organiser pour gagner du terrain, c'est maintenant que certains d'entre vous veulent perdre le temps, peut-être sur ce mémorandum, à faire des tournées pour les expliquer, alors que cette page-là, elle est tournée. Ben, cette page-là, elle est tournée. Bon, maintenant, après, je l'ai dit tout à l'heure, concernant les propos de Foy Gnassingbé sur l'autosuffisance alimentaire, qu'il y a des postures politiques. Parce qu'il faut exister. Là aussi, on est dans une posture politique. Politique, parce que le fond du CAP, que ce soit au départ c'est le CUTS, ensuite ça a été l'UFC et aujourd'hui l'ANC, le fond du CAP, c'est qu'il y a un électorat qui est là, constant et qu'il faut alimenter. Parce que si on cesse de l'alimenter, c'est fini. Donc il faut réussir, au pire des cas, dans l'extrême, au moins se dire, cet électorat-là, il faut que je le garde. D'abord, c'est cet électorat-là qui confère au parti son truisme, donc qui fait que c'est le deuxième parti du pays. Et puis, c'est cet électorat aussi qui permet en réalité de continuer à entretenir un certain courant politique. Donc non, ce n'est pas, tout le monde sait, eux y compris, que ça ne va absolument, ça sert à rien, de toute façon. Et on l'a déjà expérimenté en 2010. Et en 2010, c'était encore plus virulent. Il y avait des marches tous les jours. Durant 3 ans, ça n'a absolument rien donné. Donc, on sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas de suite à cela. Mais après, il faut exister politiquement. Donc, c'est tout à fait normal. Mais ça procède aussi de stratégie politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'exister? Par exemple, vous pouvez ramener là, en ce moment, le débat sur les locales. Mais les locales, vous savez, le NET a été le premier parti en 2013 qui avait posé même comme veto que pas de local, il ne participe pas. On a été d'ailleurs les seuls à en parler. La question des locales aujourd'hui, parfois c'est curieux, on a l'impression que le parti au pouvoir et le parti de l'opposition majoritaire ne voient pas la nécessité des locales. Parce qu'aujourd'hui, moi, je serais prêt à sortir, aller faire une manifestation pour demander l'organisation des locales dans les meilleurs délais. Mais bon, les questions, assez curieusement, qui intéressent le plus les gens, ce n'est pas les locales, mais c'est d'une part exister politiquement, et d'autre part, peut-être viser
exclusivement le portefeuille présidentiel, tout en oubliant que aujourd'hui, si le parti au pouvoir est aussi fort, c'est parce qu'il y a énormément de cadres qui sont sur le terrain, les encadreurs, les préfets, ainsi de suite, qui sont sur le terrain et qui sont, pour beaucoup de populations, les modèles. Vous savez, pendant les élections, des villageois appellent leurs frères en ville pour dire cette année, on vote pour qui? Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, combien de villageois sur cette émission? Donc, mais les gens sont dans le blackout complet. Et puis quand ça arrive, on dit, ben, moi je pensais que j'étais connu dans tout le Togo quand on a commencé la pré-campagne. Oui, les jeunes qui sont sur Facebook qui me connaissent, mais en dehors de ça, les gens disent encore qui ça? Parce que nous intervenons beaucoup sur les chaînes, mais qui sont lommées. Les médias publics ne nous ouvrent pas beaucoup leurs portes. Donc, ben, du coup, qui est connu à l'intérieur du pays? Ben, c'est le parti au pouvoir, c'est le président. Donc ça, c'est des lacunes que nous avons, qui nous manquent. Et aujourd'hui, bon, ben, il faut exister pour continuer, je ne sais pas, je ne vais pas parler davantage, mais pour continuer par rapport aux autres partis de l'opposition, pour continuer à se prostituer dans une situation de monopole. Bon, maintenant, je l'ai dit, je n'ai pas vocation à aller apprécier ou déprécier l'approche d'une autre formation politique, même si, je l'ai dit, vous l'avez dit aussi, on ne va pas trop bien où est-ce que ça va mener. Parce que bon, ben là, la page est tournée, il faut penser à... Il faut reposer la question des réformes, il est évident. Il faut poser la question des locales, il faut poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des questions sociales. Pourquoi est-ce que le coût de la vie est aussi élevé? Il y a des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il faut faire un plaidoyer à ce niveau-là. Je pense que c'est 3 fois plus important que... Parce que sur cet aspect-là, c'est cela qui revient aujourd'hui comme critique vis-à-vis des partis. On a plus l'impression que vous êtes préoccupé par la conquête du pouvoir que par le vécu quotidien des gens. Non, en fait, c'est une impression. Parce que quand nous... D'abord, il faut savoir que... Qui se confirme. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir d'abord qu'il est plus loisible de laisser à la société civile le choix de la contestation sociale. Parce que dès que les politiciens font la contestation sociale, ça se refait tout de suite en disant « Ah, il y a des objectifs politiques derrière ». Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous faisons quand même un plaidoyer. Mais ce plaidoyer-là, on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire que je prends l'ANC ou bien le CAP 2015 a fait sortir un mot à l'issue du drame de Wassem. Nous, on a fait une déclaration, mais bon, ça passe souvent comme il est à la pause. On dit, bon, un autre parti qui est intervenu, c'est tel. À peine on a dans la presse un entrefilet pour dire, bon... et puis même, assez curieusement, ben, quand on le fait, on dit, oui, vous êtes là seulement, vous attendez que quelque chose se passe et vous faites des déclarations, c'est tout. Donc voilà, c'est-à-dire que même quand on fait ce plaidoyer, là, on dit, oui, mais de toute façon, vous êtes là, il y a quelque chose, vous écrivez, vous nous fatiguez avec vos histoires. Donc, non... quand on le fait, souvent c'est pas très connu, mais je pense que normalement la société civile est plus à même de faire ce genre de plaidoyer. Et nous, et à l'Assemblée nationale, parce que c'est là où le travail doit se faire, à l'Assemblée nationale, une bonne partie du travail doit se faire pour mieux régler certaines choses. Parce que ben, la représentation, le Parlement, c'est là où les lois sont votées, et c'est le deuxième pouvoir. Donc malheureusement, là, je peux être d'accord avec vous que à l'Assemblée nationale, on ne sent pas trop que l'opposition fait son travail d'interpellation, d'alerte et d'information qui revient normalement à l'opposition par rapport aux médias, par rapport à la population et par rapport à toutes les couches de notre société. Jerry Tama, nous allons maintenant parler du 3e sujet qui n'est pas des moindres aujourd'hui parce qu'on sait que la question se pose avec acuité, c'est la question de l'immigration. Quand vous suivez un peu sur les médias internationaux ces temps-ci, c'est ces sujets qui font la une, ces centaines de personnes qui sont tuées dans l'océan parce qu'elles cherchent à regagner l'Eldorado européen. Nos États ouest-africains semblent être aujourd'hui un peu à l'abri de cela. Mais quel regard vous portez de façon générale sur cette reprise, hein, l'immigration qui revient, de plus en plus de personnes qui cherchent à quitter les pays avec des conditions très précaires pour gagner l'Europe? 3 choses. La première, c'est que non, mais quand vous dites que ça ne concerne pas l'Afrique de l'Ouest, si ça concerne l'Afrique de l'Ouest, sauf qu'il est plus long de prendre un bateau de fortune, quitter Lomé pour aller à Paris, que de quitter les portes,
côtes libyennes, marocaines, maghrébiennes en général. Voilà, pour aller soit à Las Palmas d'abord et puis aller à Lampedusa. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes traversent le Sahel, vont se retrouver, même quand vous regardez, vous savez la plupart des reportages, qui quittent d'abord l'Afrique de l'Ouest, ils vont travailler un peu en Libye, ainsi de suite, ils trouvent un peu d'argent et tentent l'aventure. Donc le premier élément, c'est que, vous savez, moi j'ai été bercé par Aimé Césaire, par Senghor, par tous ces chantres-là qui pleuraient la traite négrière. On a grandi, parmi les causes du retard de l'Afrique, on disait l'Afrique a été privée de ses bras valides. Aujourd'hui, c'est les bras valides même qui quittent et qui vont se devenir des esclaves. Parce qu'en réalité, quand vous allez comme ça, sans papier dans ce pays-là, c'est quasiment de l'esclavage. Donc oui, c'est vrai que mon honneur et ma dignité d'Africain en prend un coup. Mais la deuxième chose, il faut aussi te dire que c'est un déficit de gouvernance. Vous savez, quand vous allez à une conférence internationale en Europe, et vous regardez les véhicules des chefs d'État et des ministres togolais, et pas togolais, africains, et vous regardez les ministres européens qui parfois même viennent par le train, ils prennent un taxi, ou bien ils prennent même le métro pour rentrer chez lui, vous comprenez qu'en termes de... On n'a pas suffisamment, avec toutes les ressources que nous avons dans nos pays, nous n'avons pas suffisamment développé nos pays. Et là, c'est un déficit de gouvernance parce que nous sommes dans un système très pyramidal où il y a une... Je ne vais pas parler encore de minorité, on va dire, c'est toujours la question de minorité. Vous avez une portion très réduite de personnes, mais qui ont tout, de façon excessive d'ailleurs, et vous avez la majorité qui souffre, et puis bien entendu, l'homme étant porté vers ce qu'il y a de mieux, mais les gens ont tenté de faire l'aventure. Le troisième élément, c'est le conflit aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous regardez surtout tout ce qui vient du côté de l'Asie, c'est beaucoup plus les conflits qui font que les gens sont obligés de fuir pour essayer de trouver asile quelque part. Personne ne s'habitue au bruit de canon. Donc c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire les conflits et la pauvreté sont les deux raisons pour cette immigration. Et il va être extrêmement difficile, surtout pour l'immigration qui vient de l'Afrique, parce que la Libye est devenue une sorte de couloir. Autrefois, quand la Libye était ce qu'elle était, voilà, c'était bloqué. C'est-à-dire qu'on avait le Maroc, c'est dur, l'Algérie, il ne faut même pas oser, la Libye, il fallait réfléchir par 3 fois, la Tunisie. Donc, le Maghreb constituait une sorte de barrière. Depuis que la Libye s'est effondrée, on rentre comme dans du beurre. Donc, du coup, les gens, ils rentrent, ils se répartissent. Et puis, donc, cette boîte populaire qui vient d'Afrique, autrefois, on en avait peut-être un de temps en temps. Aujourd'hui, c'est des bateaux qui partent. Autrefois, même les gens tentaient la traversée à partir du Sénégal. Maintenant, tout le monde monte en Libye. Et de là, on passe. Donc, oui, il y a une responsabilité. C'est la responsabilité de la guerre de la Libye. Et aujourd'hui, la Libye qui s'est effondrée, d'abord, ça a des répercussions sur le terrorisme en Afrique de l'Ouest, mais aussi ça a des répercussions directes sur l'immigration, parce qu'il n'y aurait pas le corridor de la Libye que ce qu'on voit, ne serait-ce que venant d'Afrique, on ne le verrait pas, parce que la misère, ce n'est pas hier qu'elle a commencé en Afrique, elle était là depuis. Que, les conditions de vie, même aujourd'hui, on entend dire que les conditions de vie s'améliorent en Afrique. Mais c'est parce qu'il y a un appel d'air que les gens profitent de cet appel d'air-là. Vous voyez avec la Macédoine, du moment où les gens trouvaient que, tiens, il y a une fenêtre de tir, tout le monde s'engouffre dedans. Et une fois qu'on s'engouffre, voilà, on rentre et puis on s'épapille. Avec l'espace Schengen, du moment où on est dedans, c'est fini. Hein, chacun disparaît. Et puis pourquoi les gens vont autant en Angleterre? Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de pièce d'identité. Donc à partir de là, c'est que les contrôles d'identité se font difficilement. Une fois que vous êtes rentré, si vous ne faites pas de conneries pour vous faire prendre, vous pouvez rester le reste de votre vie sans avoir de problème. En Europe, en France, par exemple, vous avez les contrôles d'identité. Donc un gendarme, un policier, sans aucun motif, peut vous contrôler. Et en ce moment-là, c'est un peu plus difficile parce que rapidement, on va savoir que vous êtes sans papier. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui doit trouver une solution à l'échelle planétaire. Les pays africains ne peuvent pas lutter contre cela. Non seulement ils n'ont pas de moyens, mais tant qu'à faire. Quand vous regardez, on a dit au Togo, la diaspora, c'est autour de 150 milliards par an. Cette année, même peut-être ça va aller à 200 milliards. Pourquoi est-ce qu'on va empêcher que les gens aillent pour nous ramener l'argent des Blancs? Donc les pays africains, à la limite, vraiment raison de regarder ailleurs quand ça se passe. Et maintenant, mais c'est une solution qu'on va trouver sur le long terme. Il ne faut pas non plus aller uniquement sur la sanction, mais il y avait une initiative comme ça vis-à-vis du Mali et d'autres pays. Il faut pouvoir développer des projets dans les pays de départ pour amener les gens à rester.
même si l'appel sur l'Occident est très fort. Hein. Vous savez, moi j'ai vu des gens ici qui gagnent très bien leur vie et qui ont décidé de tout laisser pour aller faire pompis en Europe. Malheureusement, les images qu'on voit à la télévision, sur Internet, on a l'impression que, bon, ben, comme quelqu'un m'a dit dans un village, il y a des machines, tu tapes seulement et l'argent sort. Voilà, donc on parle d'aujourd'hui de l'Eldorado européen. C'est malheureux, mais il faut aussi, à mon sens, dans nos pays, il faut faire plus de sensibilisation. Parce que moi, je rencontre certaines personnes en Europe, honnêtement, on vous proposerait cette vie-là. Voilà, ça me rappelle la fameuse chanson du regretté Brigadier Zimba. C'est-à-dire que aller pour faire certains métiers là-bas, non, sans quoi. Donc voilà, mais il faut plus de sensibilisation, plus d'informations pour que les gens se rendent compte que le paradis, en réalité, on peut le créer là où on est. Il y a énormément de potentialité. Au même moment, vous avez des jeunes qui quittent aujourd'hui l'Europe, qui viennent s'installer dans nos pays, parfois avec rien du tout, et qui, au bout de 5 ans, deviennent des millionnaires. Parce que quand vous regardez la France qui organise actuellement la conférence des ambassadeurs, quand il y a les rencontres avec les chefs d'entreprise, les pays où ils veulent venir, c'est les pays africains. Et malheureusement, nous envoyons plutôt nos bras valides là-bas. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans cette spirale-là où on va encore dire à nos enfants quelques années après que si l'Afrique ne s'est pas développée, c'est parce que les bras valides sont partis? Non, mais bon, en fait, c'était moi, à l'époque, il faudrait dire que c'est un faux problème. C'est ce qu'on nous disait il y a quelques années à l'école. Aujourd'hui, ce qui risque de se passer, et si on ne fait pas attention, c'est qu'on va avoir une sorte de néocolonisation, mais volontaire. C'est-à-dire que les gens qui vont aller dans ces pays-là vont être réduits à accepter des boulots qui sont quasiment des boulots d'esclaves. Et à contrario, c'est qu'aujourd'hui, avec les difficultés de développement en Europe et tout ça, vous avez des jeunes entrepreneurs français, américains, tout ça, qui vont être tentés par l'aventure, qui vont venir s'installer dans nos pays, et qui, dans les 5-10 ans, aujourd'hui, on l'a déjà avec les Libanais. Aujourd'hui, quand vous prenez le boulevard circulaire, la plupart des immeubles qui sont là-bas, vous n'avez pas un seul Togolais qui est construit un immeuble. Donc, à un moment, vous allez vous rendre compte que, en fait, l'économie de votre pays est détenue par des étrangers. Et bien entendu, il y a le réflexe identitaire pour dire, ouais, les Blancs, là, ils viennent prendre notre quotidien. Mais quand la personne te présente les chiffres, moi, je connais des jeunes Français qui arrivent ici avec rien que le sac à dos. Et dans 5 ans, ils deviennent des gens qui sont à la tête d'entreprises qui marchent. Donc, le danger qu'il risque d'avoir, c'est que d'une part, on va avoir des gens qui vont aller devenir des esclaves de l'autre côté, et on va de nouveau avoir des maîtres dans nos pays, mais tout ça avec la bénédiction et la volonté de nous tous. Donc, c'est dangereux. Il faut pouvoir continuer à faire la promotion. On ne le fait pas suffisamment au Togo. Des élites au Togo, parce que malheureusement, on a dans la promotion des élites uniquement sur des bases politiques et partisanes. Il faut faire la promotion des élites, et puis il faut informer nos... Et moi, je pense que pour cela, la diaspora a un rôle important à jouer. J'ai beaucoup d'amis qui reviennent de la diaspora en vacances, qui font la belle vie, mais il faut que les gens aient le courage de dire ce qui se passe là-bas. Il faut que les gens puissent organiser des conférences, des choses pour dire, voilà ce que nous vivons là. Parce que les gens arrivent, moi je connais des gens qui dorment sous les ponts, qui vont se laver dans les douches, machin truc, qui économisent suffisamment 2000, 3000 euros, acheter un billet d'avion, revenir, faire le mazin ici, comme on le dit. Mais il faut qu'on ait le courage de dire à nos frères que la vie là-bas est très dure et que, en réalité, quand vous avez un minimum pour vivre en Afrique, vous avez le soleil durant les 367 jours. Alors que là, vous avez l'hiver au moins la moitié de l'année. Sans compter maintenant l'individualisme, l'égoïsme, tout ça. Donc la vie n'est pas aussi belle que ça, que ce qu'on pense. Jerry Komondega Tama, vous êtes le président du Nouvel Engagement Togolais. Merci d'être encore une fois passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir de passer dans l'émission. Et comme toujours, 1h30 avec vous, ça passe très vite. Je n'ai même pas vu le temps passer. Mais bon, c'est agréable. Je pense qu'on a soulevé des sujets intéressants. L'essentiel, c'est que moi, j'ai confiance en ce pays. Je pense que nous avons un potentiel énorme. Nous avons la chance d'avoir une jeunesse qui est fougueuse. Il reste l'accompagnement de cette jeunesse. Mais je pense que voilà, on a un pays magnifique. Quand vous sortez du Togo, vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'avoir un tel pays. Il faut juste que, et la gouvernance à l'échelle du Togo, et la gouvernance locale qu'il faut mettre en place, et surtout les Togolais qui doivent avoir plus confiance en leur pays, plus confiance en eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un système libéral, c'est la libre entreprise. Il faut que les jeunes créent d'emplois, il faut que nous créions de l'emploi et qu'on fasse en sorte que
ce pays soit réellement un Eldorado pour nous et pour nos enfants. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe technique qui était derrière pour la réalisation. Je vais vous retrouver le dimanche prochain avec d'autres sujets d'actualité. Merci.